Bonjour, c'est Ulrich Heugeveld. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de Chroniques européennes, l'émission de Radio Nantes consacrée aux grands enjeux de l'actualité européenne et enregistrée au Parlement européen à Bruxelles. Alors la crise grecque a marqué les 6 premiers mois de l'année, alternant psychodrames et menaces de part et d'autre. Tout au long de cette période, les incompréhensions entre pays européens sur la stratégie à adopter pour à la fois régler ce problème et prévenir l'émergence de nouvelles difficultés du même type ont semblé se renforcer. Alors même si la crise n'a pas débouché sur l'explosion tant redoutée, certains responsables politiques, dont le président français, ont estimé qu'après ça, le plus dangereux serait de ne rien faire. Alors l'union économique et monétaire doit-elle se réformer? Si oui, comment? Après avoir tiré les conséquences de la crise grecque, c'est à cette question que nous allons essayer de réfléchir et de répondre aujourd'hui avec notre invitée que je salue, Madame Pervenche Berès, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes bien sûr eurodéputé, vous siégez dans les rangs de SND et vous êtes président de la délégation socialiste française au Parlement. Vous siégez notamment au comité des affaires économiques et monétaires et vous êtes la rapporteure d'un rapport sur la gouvernance économique dont nous allons parler aujourd'hui. Alors pour commencer, si vous voulez bien, je voudrais qu'on revienne sur vous proposez de revenir sur la crise grecque. Tout ou presque a été dit sur celle-ci. Aujourd'hui, cependant, nous avons peut-être un peu plus de recul pour revenir un petit peu plus posément. Alors aujourd'hui, avec ce léger recul, est-ce que vous pensez, aujourd'hui comme hier, que cette crise a été définitivement mal gérée ? Ah oui, ça c'est absolument certain. Mais cette crise, elle n'est pas venue de nulle part. Cette crise, elle est venue de ce que pendant très longtemps, finalement, les États membres se sont fichus de ce qui se passait les uns chez les autres, alors même qu'ils partageaient la même monnaie. Et ça, c'est quand même un paradoxe. Et pays comme la France ou l'Allemagne, finalement, ont observé certaines dérives qui pouvaient se développer dans un pays comme la Grèce, ou comme chez eux d'ailleurs, sans faire grand-chose, jusqu'au moment où c'est devenu systémique, où ça a failli faire sauter tout le système. La deuxième chose quand même qu'il faut dire, c'est que la première recette qu'on a essayé d'imposer à la Grèce, ça a été cette fameuse Troïka, où la Banque centrale, la Commission européenne et le FMI allaient expliquer aux Grecs et au gouvernement grec ce qu'il fallait faire pour redresser la barre. Ça a été un désastre absolu. Alors, les avocats de la Troïka vous diront toujours qu'ils ont obtenu quelques résultats. Mais le résultat, c'est quand même que les Grecs ont dit clairement qu'ils ne voulaient plus de ce système-là. Et c'est ce qui a conduit Alexis Tsipras, à la tête de Syriza, à emporter les élections au début de l'année. Et là, il y a eu quand même de la part du gouvernement grec une demande de réorientation. Il y a eu l'idée que cette élection devait traduire quelque chose. Or, le système européen a réagi dans un double déni, à la fois un déni politique de ne pas accepter l'idée que les Grecs avaient lancé un signal, et un déni économique qui est que les formules qui avaient été appliquées pour redresser l'économie grecque n'avaient pas marché. Et au lieu de poser clairement la question de la gouvernance, de savoir comment est-ce que... qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Alexis Tsipras est élu, Jean-Claude Juncker reconnaît qu'il va falloir ouvrir une discussion dans laquelle un tiers de ce qui se passe, de la gouvernance économique de la zone euro, pourra ou même devra être modifié au vu du résultat de l'élection, et que 2 tiers appartient au fait d'être membre de cette maison commune de l'Europe et qu'il faut pouvoir le faire ensemble. Ce que dit Jean-Claude Juncker après l'élection de Tsipras. Mais en réalité, 3 jours après son élection, on voit le banc des créanciers monter en puissance et être les seuls négociateurs des relations avec la Grèce. Et cette logique des créanciers, qui conduit à ce que les plus grands créanciers soient les plus parlants au bout du compte, a failli être mortelle pour l'appartenance de la Grèce à la zone euro et donc, me semble-t-il, pour la zone euro elle-même. En tout cas, c'est le sens finalement de l'engagement du président de la République française qui a interdit que ce Grexit ait lieu. Mais je crois qu'il a raison de dire que, à la sortie de cet épisode, il y a urgence
à trouver les voies et les moyens pour que ça ne se reproduise pas et pour qu'on ait une gouvernance qui empêche qu'on se retrouve dans une situation comme celle-là. Alors on va parler justement des préconisations que vous avez formulées, de celles du président Hollande également. Mais avant cela, cette intransigeance sur laquelle vous êtes revenu, vous l'expliquez comment? Par dogmatisme simplement de certains? Oui, il y a à la fois, si vous voulez, il y a eu beaucoup d'arrière-pensées, hein, ne soyons pas naïfs. Moi, j'ai entendu avant l'élection de M. Tsipras certains conservateurs dire mais c'est très bien que M. Tsipras gagne, comme ça il verra à quelle sauce on va le manger et ça découragera les partisans de Podemos ou de quelques autres solutions alternatives en Europe. Pour les sociodémocrates, ce n'était pas forcément une situation très facile parce qu'à la fois, il y avait des éléments qui étaient portés par Syriza dont nous partagions totalement l'orientation et en même temps, il fallait arriver à marquer une différenciation. Mais plus la crise est allée en progressant, plus on voyait que, au fond, de la part des conservateurs, c'était non seulement la volonté de décourager des mouvements du type de Podemos et d'autres, mais aussi de donner tort aux sociodémocrates. Donc il y avait quand même un agenda politique très clair. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler d'idéologue ou d'intransigeant, mais c'est ce qui a conduit à ce que les conservateurs mettent en scène cette stratégie de négociation qui a privilégié une approche de créancier qui nous a amenés au bord du gouffre. Alors est-ce que toutes ces... Mais si vous voulez, une des raisons pour lesquelles on en est arrivé là, c'est à la fois parce que on ne s'est pas occupé de la Grèce avant, on n'avait pas les bons outils de pilotage de la gouvernance économique pour éviter que la Grèce en arrive là. Mais aussi, il y a un troisième élément dont il faut parler et qui est très important si on veut tirer les leçons pour le futur, c'est le fait que l'Union européenne, la zone euro, n'était pas équipée pour faire face à une situation de crise comme celle-là. Et du coup, face à la crise, il a fallu inventer des mécanismes ad hoc, d'une certaine manière, mais on le fait forcément dans ce cas-là sur une base intergouvernementale, qui est celle qui crispe le plus les réflexes nationaux, et où on ne bénéficie plus de cette chose absolument formidable quand elle marche bien, qui est la méthode communautaire. Alors vous dites que l'Union européenne n'était pas équipée pour solutionner le problème grec. Cependant, depuis 2008, il y a quand même d'énormes réformes qui ont été faites face à la précédente crise. Écoutez, si on regarde les choses honnêtement, ce qui a vraiment été fait du point de vue de la gouvernance de la zone euro, c'est deux choses. C'est la mise en place du mécanisme européen de solidarité, qui doit permettre de faire face à la situation d'un État membre qui n'arrive plus à se financer sur les marchés, dès lors que les marchés ont réintroduit une différenciation entre les États membres à travers la notation de leur dette souveraine. Mais ce mécanisme a été introduit dans l'urgence comme un mécanisme strictement intergouvernemental. Et donc, il n'a pas toutes les vertus qu'aurait un mécanisme intergouvernemental qui permettrait d'avoir une gestion apaisée des relations entre les États membres et pas ce jeu de blame and shame, de dénonciation entre États membres, qui est un esprit qu'il ne faut pas cultiver, même s'il faut avoir de la part de chaque État membre un sens de la responsabilité. Mais la solidarité ne peut pas s'exprimer ou trébucher des contributions budgétaires des uns et des autres. La démocratie, c'est pas ça. Hein. Donc la première grande réforme, c'est la mise en place de ce mécanisme européen de solidarité qui mériterait d'être communautarisé, donc de devenir un élément d'un budget de la zone euro, plutôt que de rester une structure intergouvernementale, mais ça a été un des éléments du puzzle mis sur la table. Et le deuxième élément, c'est l'union bancaire. C'est l'union bancaire qui fait que quand vous avez une banque qui intervient dans plusieurs États membres, eh bien, sa supervision est organisée au niveau européen et que les conditions de sa résolution, si résolution il doit y avoir, soient aussi décidées au niveau européen. Cette union bancaire est encore incomplète, puisque, comme vous le savez, la question de la garantie à hauteur de 100 000 € pour chaque
épargnant dépend encore de chaque État membre. Donc ça, c'est une étape que nous devons encore mettre en œuvre. Mais voilà les deux grands piliers de ce qui a été fait. Pour le reste, sur le fonctionnement du pacte de stabilité et sa gouvernance, nous avons accumulé beaucoup de nouvelles règles qui rendent cette gouvernance, dans le cadre du semestre européen, extrêmement compliquée et qui, à mon sens, ne nous permet toujours pas de toucher l'essentiel. C'est-à-dire que pour éviter de changer les règles, on a multiplié les critères. À notre demande, je le reconnais, hein, on a mis des choses plus subtiles, plus compliquées, mais qui fait que le débat démocratique est devenu quasiment impossible, puisque les choses sont devenues tellement compliquées, entre guillemets, tellement technocratiques, que l'enjeu du débat politique est beaucoup plus difficile à identifier. Or, en démocratie, l'outil de la politique économique, c'est quand même le nerf de la guerre pour mettre en œuvre une politique. Et donc, ça ne peut pas échapper à la démocratie. Et de ce point de vue-là, la gouvernance de la zone euro a encore beaucoup de progrès à faire, y compris pour que les deux mamelles de ce que devrait être la bonne gouvernance de la zone euro puissent fonctionner dans une vraie dynamique. C'est-à-dire à la fois le principe de responsabilité et le principe de solidarité. Si on veut le dire de manière plus imagée, l'équilibre entre le bâton et la carotte. Alors justement, vous parlez de responsabilité, solidarité, à l'aune de la crise de 6 mois, voire plus qu'on a vécue. Est-ce que vous ne pensez pas que ces tensions puissent avoir des conséquences sur la suite du processus, notamment toutes ces réformes sur lesquelles on va venir? Bien sûr, mais c'est pour ça aussi que d'une certaine manière, il y a urgence à agir. Parce que ces sujets sont difficiles, ils sont toujours repoussés, ils renvoient à des conceptions de la politique économique très différentes entre les États membres, ça ne sert à rien de le cacher. Mais franchement, lorsque je regarde ce que nos prédécesseurs ont pu faire pour franchir l'étape de la création de la monnaie unique, on a besoin maintenant d'un sursaut de même nature pour faire vivre cet équilibre entre responsabilité et solidarité. Et je vois une tentation qui serait de dire, bien, c'est un sujet politiquement difficile, c'est un sujet politiquement sensible, donc on va le reporter à nouveau. Mais je ne suis pas sûre qu'on ait tellement de temps, parce qu'entre-temps, puisqu'on n'a pas les bons outils de pilotage, on ne mène pas la politique économique optimum, d'une part, et d'autre part, on laisse se créer des situations qui provoquent des tensions entre les États membres, des incompréhensions de la part des citoyens, et qui donc minent la base nécessaire pour soutenir ce projet qui est quand même une clé de voûte de notre vivre ensemble. Alors vous avez fait le constat de toutes ces difficultés en pointant le fait que si des réformes doivent être faites, elles doivent l'être faites maintenant. Alors dans le rapport que vous venez de discuter, de publier, quelles sont les principales idées, souhaits que vous préconisez? Bon, c'est un rapport qui est long et qui aborde beaucoup de volets de la discussion. Mais je mentionnerai, pour aller à l'essentiel, 3-4 points. Le premier, d'abord, je pense que nous devons regarder la situation de la dette. Il ne s'agit pas que de la situation de la dette grecque. Vous savez qu'aujourd'hui, parmi ces règles qu'on a ajoutées depuis 2008 à la gouvernance de la zone euro, on a appliqué une règle sur les exigences adressées aux États membres en termes de réduction de leur dette publique. Personne ne peut vivre avec une dette insoutenable, mais la réduction trop drastique d'une dette conduit à un cercle vicieux, procyclique, d'austérité, d'autant plus lorsque vous n'avez plus d'inflation, plus de croissance, et où donc les conditions de financement de votre dette sont encore plus compliquées que précédemment. Donc ça, c'est vraiment une question qu'il faudra regarder. Je note avec intérêt que le FMI, les Nations Unies, réouvrent ces dossiers, pas forcément uniquement à propos de la zone euro, mais la question de la dette ne peut pas être une question taboue.
La deuxième chose, c'est qu'il faut enfin qu'on arrive à se parler politique économique dans la zone euro. La zone euro est le seul espace économique où vous abordez la période budgétaire agrégée, hein, sans définir vos objectifs. On a un système disciplinaire en Europe. Donc on dit il faut respecter la règle. Mais la règle ne dit pas quel temps il va faire, quel va être le climat économique, quel va être... Bien sûr, dans la façon dont on a compliqué les règles, on a mis des références ou perspectives de croissance, etc. Mais le débat politique entre les chefs d'État, enfin entre les ministres de l'économie et des finances, éclairé par le débat avec le Parlement européen et alimenté par la Commission, ce débat n'a pas lieu, ou alors il est très formel. On a introduit dans la discussion un document qui normalement devait servir à provoquer cette discussion, qui s'appelle l'examen annuel de croissance. Mais tout ça reste formel et ne permet pas d'avoir une vision claire de quelle est la perspective de croissance, quels sont les objectifs de convergence entre les États membres et de se mettre d'accord à la suite d'une discussion de qu'est-ce que serait la partition intelligente de chaque État membre pour que l'ensemble fonctionne au mieux. Bon. Et ça, c'est quand même une affaire sérieuse. Et donc, là, je propose de se saisir d'un outil juridique qui existe, qui s'appelle la recommandation zone euro, c'est-à-dire d'obliger la Commission à penser l'espace de la zone euro en amont du processus, en fonction des prévisions. Deuxièmement, troisième élément, si je compte la question de la dette, troisième élément, c'est la question de la convergence entre les États membres. Vous savez qu'au sein de la zone euro, depuis le passage à l'euro, les États membres ont plus divergé qu'à l'extérieur de la zone euro. Il n'y a pas besoin d'être polytechnicien ou de sortir de Oxford, ou même de je ne sais pas où, pour comprendre que ça n'est pas soutenable à terme. Et vous l'expliquez comment ? Parce que y a beaucoup d'explications, hein, mais il y en a deux qui sont assez simples. La première, c'est que je fais un tout petit détour historique. Oui. En France, vous savez, on parle souvent de Paris et le désert français. Bon, nous, on a nos pratiques jacobines, etc. Mais quand il y a un pôle d'attractivité économique, il y a une polarisation des activités. Le miel attire les mouches. Hein. Et les mouches ou les guêpes, je ne sais pas, mais enfin bon. Et du coup, dans l'économie européenne, il y a une question de l'attractivité entre le centre et la périphérie. Le centre a eu un effet multiplicateur pour attirer les investissements, les économies. Et donc le modèle économique d'investissement des économies de la périphérie est une question qui doit être posée, qui n'a jamais été posée, qui n'est pas posée, et sur lequel il faudra qu'on se penche. Et la deuxième raison, c'est qu'après le passage à l'euro, on a mis en place des outils de gouvernance, un outil très simple, hein, presque archaïque pour un espace économique aussi complexe, qui s'appelait le pacte de stabilité, où on a continué à suivre 2 critères. Et ces critères ne permettaient pas de saisir des indicateurs en matière de divergence. Les économistes avaient vu ces divergences arriver. Hein. Et dès 2005, il y a des documents des experts qui dénoncent très clairement cette situation. Mais il faut attendre la crise maintenant pour que, clairement, on ait le droit de s'en occuper. Ce que nous proposons au Parlement européen, c'est la mise en place de ce qu'on appelle un code de convergence. Jusqu'à présent, la façon de traiter ces divergences, c'est à travers des recommandations de la Commission très contraignantes qui se traduisent par des exigences en termes de réforme structurelle, avec une conception de la réforme structurelle qui est, à notre sens, beaucoup trop étroite, parce que la réforme structurelle, ça ne peut pas être que des réformes qui conduisent à réduire le coût unitaire du travail. Hein. Mais donc notre idée, c'est de reprendre à la vertu ce qu'a fait le traité de Maastricht. Dans le traité de Maastricht, il y avait un vrai bâton et une vraie carotte. Pour passer à l'euro, il fallait converger.
Et nous proposons que ce code de convergence permette de retenir 3-4 critères, un critère social, salarial, un critère fiscal, un critère, je ne sais pas, de taux d'investissement en matière de recherche, je dis n'importe quoi, mais 3-4 critères très simples sur lesquels les États membres auraient obligation de converger, avec un soutien, et j'en viens à ma quatrième idée, donc un soutien à travers un mécanisme spécifique de la zone euro, qui s'appellerait, si on est pudique, on appelle une capacité d'ajustement. Je crois que c'est le terme qui était utilisé dans le rapport des 5 présidents. Si on a un peu plus d'acier, on parle d'une capacité budgétaire de la zone euro, et si on a encore plus d'acier, on parle d'un budget de la zone euro. Et donc cette idée que dans une zone monétaire, il faut des mécanismes d'ajustement. En théorie économique classique, on dit que c'est ou à travers la mobilité du travail, ou à travers un marché financier intégré qui permet de financer les investissements, ou à travers un budget qui permet des ajustements, et je vais utiliser un très gros mot pour certains, des transferts. Et c'est bien ça qui manque comme pièce du puzzle à tout l'édifice. Et alors vous les avez présentés donc, dans le cadre de votre rapport qui est bien plus large. Comment est-ce que vous avez senti qu'elles ont été reçues, ces préconisations, qui rejoignent aussi pour une part celles des présidents qui avaient été faites sur le même thème? Alors peut-être je réponds à votre dernier élément de remarque, et puis je reviendrai sur l'autre aspect. Si vous regardez les deux rapports, je dirais quand même que le rapport des 5 présidents, d'abord, est un rapport relativement prudent, puisqu'il institutionnalise cette idée des 2 étapes, et il retient comme élément clé de proposition dans l'immédiat de compléter l'union bancaire avec cette pièce manquante dont je vous ai parlé, qui est la question de la garantie des dépôts, dont on sait très bien que certains partenaires, notamment l'Allemagne, ne veulent à aucun prix. Donc c'est mettre un élément très conflictuel sur la table. Je souhaite qu'il réussisse, mais il faut mesurer la difficulté de prendre la question sous cet angle-là. Et puis, globalement, si vous voulez, pour moi, le rapport des 5 présidents est un rapport qui a une approche assez institutionnelle, qui parle moins des objectifs de politique économique que ne le fait mon rapport. Or, il me semble que pour répondre au déficit de la zone euro, non pas au sens budgétaire, mais au sens de résultat du fonctionnement de la zone euro, il faut parler de politique économique, il faut parler de la capacité à maintenir un certain taux d'investissement et à créer des emplois, parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans tout ça. Alors, sur la difficulté et sur l'accueil qu'ont reçu mes propositions, je suis heureuse d'avoir pu maintenir mon nom comme étant l'auteur de ce rapport, parce que s'il avait été trop dénaturé, évidemment, j'aurais été obligée de retirer mon nom. Je ne sais pas si ça vous dira quelque chose, mais pour mener à bien ce travail, j'ai dû mener 35 réunions de négociation, ce qui est considérable. Mais ce qui me fait dire justement que, bien sûr, au fil de l'exercice, au fil de ces 35 réunions, j'ai dû accepter des propositions de mes partenaires et renoncer à certaines qui me tenaient à cœur. Mais encore une fois, si j'ai gardé mon nom sur ce rapport, c'est que l'équilibre est là, exactement entre responsabilité et solidarité. Et le message que j'adresse aux autres institutions, c'est de dire que si au Parlement européen, alors que j'avais dans l'équipe de négociation, non pas des intégristes, mais des gens avec des convictions très fortes, nous sommes parvenus à ce point d'équilibre, ça veut bien dire qu'il existe un point d'équilibre possible et qu'il est là, et qu'il suffit de s'en servir. Alors un mot, peut-être, vous l'avez effleuré, vous parlez des réformes à finalité économique. D'autres, comme le président Hollande, évoquent évidemment, pendant à ces réformes, des changements institutionnels, avec notamment la mise en place de nouvelles institutions. Qu'en pensez-vous et que répondez-vous aux inquiétudes que cela peut soulever chez le citoyen qui parfois a l'impression de ne pas déjà comprendre vraiment comment fonctionne l'Union européenne? Alors si on rajoute d'autres institutions... Permettez-moi de partager totalement ce point de vue. Je ne crois pas que la solution
des dysfonctionnements de la zone euro passe par une multiplication des institutions. Mais je ne crois pas non plus que c'est l'esprit des propositions du président Hollande. Et vous noterez d'ailleurs que bon, il s'est moins prononcé sur la question de la gouvernance de l'Eurogroupe et de savoir s'il faut que l'Eurogroupe soit présidé par un membre de la Commission, ce qui est la proposition que je fais maintenant depuis la Convention européenne, hein, donc depuis le projet de Constitution européenne, j'ai porté cette proposition. Donc, mais ce n'est pas là-dessus qu'il s'est prononcé. Il s'est prononcé sur un budget de la zone euro et un Parlement de la zone euro. Et ce qui est important, c'est le pont entre les deux. Il ne s'agit pas de faire un Parlement pour faire un Parlement. Il s'agit de faire un budget de la zone euro pour la doter des outils de solidarité en cas de crise symétrique ou asymétrique que la zone a connue, de lui permettre d'accompagner les efforts de convergence nécessaires entre les membres de la zone euro. Et qui dit budget, dit Parlement. Ensuite, je partage le point de vue, évidemment. Alors, vous allez me dire peut-être que la bif est le moine, mais je l'assume, hein, parce que parfois, on peut avoir raison. Je partage totalement la composition de Jean-Claude Juncker, comme quoi le Parlement européen et le Parlement de la zone euro. Après, est-ce qu'il faut une configuration différente, etc. Sans doute, mais ça va avec la question budgétaire. Parce que ne donnons pas l'impression qu'on va résoudre des problèmes en créant de nouvelles institutions, alors que ce qui est en cause, c'est de donner des moyens d'agir. Et un moyen, le Parlement, si le Parlement ne contrôle pas un budget, il n'a pas de moyen d'agir. Le Parlement, il doit pouvoir influer la façon dont est utilisé un budget et dire à quoi sert ce budget. Mais il faut quand même qu'il y ait un budget. Alors vous l'avez répété plusieurs fois. Et en plus, si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Sur tout ça, bon, moi j'ai parfaitement conscience d'intervenir comme européenne, d'abord comme socialiste, comme européenne et comme française. Mais je connais l'état d'esprit des autres et je voudrais bien que certaines des idées que je défends ici finissent par être partagées par les autres, parce qu'il me semble que c'est quand même le meilleur moyen de faire progresser les choses. Et je dois mesurer ce qui est le plus difficile à accepter par nos partenaires. Et je pense que la petite musique que nous développons depuis longtemps maintenant sur cette idée d'une gouvernance de la zone euro, maintenant d'un budget de la zone euro, peut avoir un certain écho. Mais si on donne l'impression de vouloir rediviser l'Europe, surtout aujourd'hui, alors nous ne serons pas suivis par les premiers de nos partenaires. Et donc il faut bien mesurer où est le bon compromis, où est la bonne... Avancer là où on a raison, enfin je ne dis pas qu'on n'a pas raison, mais là où je suis convaincue qu'il faut avancer en termes de capacité d'agir, doter la zone euro d'un budget de la zone et accepter de discuter des modalités dès lors qu'on assied ce budget sur un contrôle démocratique. Il n'est évidemment pas question d'avoir un budget de la zone qui ne serait pas démocratiquement contrôlé. Et vous avez bon espoir que certaines, au moins, des recommandations que vous avez formulées puissent être mises en place dans un avenir non, mais la proche. question, les propositions que je fais, elles ont le mérite d'être ramassées dans un même document. Et puis, je pense que je les articule avec une certaine cohérence. Bon, parce qu'elles font partie du débat public, que beaucoup d'entre elles ont été largement expertisées. Bon. Que certaines d'entre elles sont portées, y compris par des ministres en France. Bon. Mais la question du rythme, maintenant, c'est pour moi aussi une question tout à fait déterminante. Je pense que nous n'avons pas le temps d'attendre. N'y avait-il finalement pas besoin, entre guillemets, d'une crise grecque pour arriver à cette conclusion qui est... Mais ces questions étaient latentes, mais s'il y en avait certains qui voulaient ne pas le voir, la crise grecque les oblige à le voir. À l'Europe, l'histoire de l'Europe a montré qu'elle n'avance qu'avec les crises, hein, généralement. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas faire des tout petits pas, il faut quand même en prendre la mesure et se donner les moyens de doter enfin la zone euro des outils nécessaires pour son fonctionnement, non pas de manière intellectuelle ou
pour satisfaire quelques pères fondateurs, simplement pour lui permettre de faire ce pourquoi elle a été créée, c'est-à-dire permettre aux citoyens européens d'être mieux armés dans la mondialisation et donc ce qui signifie créer les emplois et les investissements nécessaires. Eh bien, merci Madame Berès d'être revenue pour Radio sur toutes ces thématiques économiques qui rejoignent évidemment la grande politique européenne. Je vous remercie donc à nouveau. Vous pourrez bien sûr retrouver cette émission sur le site de Radio Nantes en podcast. Merci donc et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes.